Et pour faire le point sur ce conflit, accueillons Bichara Kader. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre d'études sur le monde arabe contemporain. Alors on vient de le voir, Israël est passé en quelque sorte à la vitesse supérieure avec cette offensive terrestre. On se demande jusqu'où Israël peut encore aller. Il peut aller très loin, il peut écraser Gaza, détruire davantage, faire davantage de morts. Mais la question fondamentale est la suivante. Quelle va être la suite de ces événements tragiques? C'est que recherche exactement Israël? Le danger pour Israël, c'est pas tant les Palestiniens, c'est l'occupation que Israël maintient dans les territoires palestiniens depuis 41 ans. Le danger d'Israël, c'est Israël lui-même, son arrogance, c'est de penser qu'en écrasant les Palestiniens, ils peuvent le faire taire. Et il peut le faire taire. Et donc, c'est une sottise extrême de penser que par la voie militaire, on peut régler un problème essentiellement politique. Dans le même temps, on a un petit peu l'impression aussi que le Hamas a peut-être provoqué Israël en rompant la trêve. Sans doute, il y a là un échange meurtrier entre Gaza et Israël pour des raisons propres à chacun, à Israël et au Hamas. Il est clair que le Hamas voyait son image érodée dans les derniers sondages en Palestine et qu'il était en perte de vitesse. Il a voulu regagner du terrain et donc il a essayé de se lancer dans cette aventure qui a été terrible naturellement pour les gens de Gaza. Mais Israël n'est pas non plus immunisé de tels calculs cyniques puisque nous sommes à l'approche d'élections le 10 février. Il est clair que Barak, comme Livni d'ailleurs, ont essayé de rosser leur image et leur prestige et on le voit d'ailleurs. Les sondages les donnent pour l'instant gagnants dans les prochaines élections israéliennes. C'est intéressant aussi de voir comment ces opérations militaires se déroulent. Si on compare à ce qui s'était passé lors de la guerre des 6 jours, Israël avait pu conquérir le territoire plus rapidement. Ici, ça prend quand même du temps. Il a fallu presque 9 jours pour qu'il y ait l'offensive terrestre. C'est une guerre asymétrique. C'est pas une guerre qui oppose Israël à des armées arabes classiques. Il était facile pour Israël de gagner et de battre des armées arabes classiques non préparées pour affronter une armée qui a quand même une grande puissance militaire dans la région. Ici, c'est une guerre asymétrique et les Israéliens, on l'a bien vu au Liban, ont du mal à en découdre avec un mouvement qui est implanté sur l'ensemble du territoire et qui bénéficie du soutien de la population. D'autant plus qu'aujourd'hui, grâce à la tragédie, le Hamas est plus populaire que jamais, tandis que le pouvoir de l'autorité palestinienne est aujourd'hui plutôt affaibli. Oui. Et puis, il faut parler aussi de quelque chose de très important, c'est le rôle de la diplomatie. Pour l'instant, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence hier soir, mais il n'y a pas eu de solution, aucun accord, aucun consensus visant à un cessez-le-feu. Écoutez, j'ai toujours dit qu'au Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents, mais il y a un membre permanent de facto, c'est Israël, car à travers le veto américain systématique en faveur d'Israël, le Conseil de sécurité est en paralysie totale. Et donc, il n'a pas bougé sur cette question, et ce qui fait que, malheureusement, on ne peut pas s'attendre à beaucoup de choses du Conseil de sécurité, et la diplomatie européenne est également paralysée par des voix discordantes entre les différents États européens. On voit l'Europe dépêche une délégation, en même temps le président français fait sa gesticulation de son côté. Donc là, l'Europe est aussi incapable de faire entendre une voix qui soit cohérente, une politique étrangère qui soit efficiente. Une chose encore aussi, peut-être ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'au niveau de l'image que ça donne en Occident, ça pourra encore, je vais dire, écorner les choses? Il est clair que pour les Arabes, les musulmans, pour tous ceux qui voyant la tragédie de Gaza se dérouler devant leurs yeux, et il est clair qu'ils interprètent cela comme une complicité américaine avec Israël et comme une complaisance européenne avec ce qui fait Israël. Et donc je crois qu'à un certain moment, il faut dire les 4 vérités à Israël. Il ne peut pas avoir la paix, les territoires et la sécurité au détriment des droits élémentaires du peuple palestinien. Et donc la solution, elle découle d'une double impossibilité. Impossibilité de gagner par la voie militaire, mais impossibilité pour le Hamas d'écraser Israël par la voie militaire. Seule la voie diplomatique doit être suivie, mais qu'on arrête de parler de processus de paix. Ils ont trop longtemps duré. Il y a eu trop de processus et peu de paix. On veut la paix, un État palestinien indépendant, souverain, viable et contigu à côté de l'État d'Israël. C'est dans cette voie que l'Europe doit s'engouffrer rapidement, profitant évidemment de l'aubaine que nous aurons un président américain peut-être
plus porté à se réconcilier avec le monde musulman et à se réconcilier avec le monde entier, et donc plus prompt à peut-être écouter l'Europe, écouter les Arabes, écouter les musulmans. Eh bien, Bichara Kader, je vous remercie en tout cas pour ces éléments d'analyse. Merci d'être venu dans ce journal. On parlait il y a un instant donc de cette réunion du Conseil de sécurité, réunion en urgence hier soir, 4 heures de discussion et au final rien de concret, aucun accord sur un texte appelant à l'arrêt des hostilités. Et puis les pays européens ont aussi bien du mal à parler d'une même voix. Détail avec Pascal Bustamante. À l'heure où l'offensive terrestre israélienne sur la bande de Gaza s'est concrétisée, le Conseil de sécurité se réunit d'urgence. Les représentants palestiniens réagissent et demandent une impossibilité de cesser le feu. C'est immoral, c'est illégal, c'est inacceptable et le Conseil de sécurité ne peut pas continuer à camper sur ses positions sans forcer Israël à se conformer à sa position. Fin de la réunion à huis clos, le président français du Conseil doit bien admettre l'échec. Je dois vous dire qu'il n'y a pas eu d'accord formel entre les membres du Conseil de sécurité. Mais en ma condition de président du Conseil, j'ai noté de fortes convergences entre les membres pour exprimer notre inquiétude. Les Américains, quant à eux, soutiennent la position israélienne. C'est le Hamas qui a rejeté les appels à un cessez-le-feu durable, à une cessation des attaques à la roquette et la fin de la contrebande d'armes. Du côté européen, c'est un peu la cacophonie. Alors que des appels au cessez-le-feu se multiplient, la présidence tchèque soutient d'abord les Israéliens, mais les avis divergents se succèdent. Il semble que vous êtes d'accord avec le président tchèque quand il dit que c'est une action défensive. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il nous faut un cessez-le-feu immédiat. La question de la faute peut se poser après, mais c'est un moment dangereux qui nous impose d'agir. Agir, c'est le cri de tous les observateurs. Au final, l'offensive israélienne se poursuit malgré toutes les déclarations diplomatiques. Un constat d'impuissance.